Sur Radio Espace et Espace TV, le Before. Plaisir de vous retrouver sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce Flash Info en début de semaine. Les forces de l'ordre de la région de Kankan ont réussi à appréhender 2 individus soupçonnés d'être impliqués dans des activités criminelles. Cette arrestation a conduit à une enquête plus approfondie afin de démêler les détails de leur participation présumée dans des actes répréhensible. Selon la déclaration du parquet, l'un des présumés malfrats aurait reconnu sa participation dans une attaque à main armée qui s'est produite en septembre dernier. Les autorités judiciaires travaillent maintenant à recueillir toutes les informations nécessaires sur cette attaque, y compris les circonstances exactes, les complices potentiels et les biens volés lors de l'incendie. La puissante explosion qui a embrassé le principal dépôt pétrolier de Kaloum dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 n'a pas ravagé que des riverains et habitations immédiates. L'onde de choc de cette explosion s'est fait sentir jusqu'au loin en faisant souffler plusieurs bâtiments en verre. Parmi ces immeubles affectés, les locaux de plusieurs médias privés et publics, dont votre quotidien électronique Guinée News, Nostalgie FM 7 sur 7, l'AGP. Suite à cette catastrophe, la haute autorité de la communication HAC a initié une visite dans les locaux des médias impactés. Le président de la HAC et sa suite ont constaté les dégâts causés par cet incident tragique et ont réaffirmé leur soutien inconditionnel aux victimes tout en appelant à l'aide des bonnes volontés. Enfin, alors que l'armée israélienne a intensifié ses bombardements dans le sud de la bande de Gaza où la situation humanitaire déjà critique continue de se détériorer, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter ce vendredi une résolution largement affaiblie et remaniée sous la pression des États-Unis destinée à améliorer l'aide humanitaire sur place. Fini ce Flash Info à tous. Merci de l'attention. Le Before des GG continue sur Radio Espace et Espace TV. Retrouvez toute l'actualité en direct, en photo et en vidéo. Tout sur l'actualité politique, sociale, économique et sportive avec nos sites internet. Plus dynamique, plus interactif, plus fiable sur la plus lionne des sites. espacefmguinée.info, espacetvguinée.info. Les podcasts des derniers journaux, des derniers JT. Ça se passe en Guinée, c'est forcément sur espacefmguinée.info et espacetvguinée.info. Un seul clic, vous êtes le premier informé. Nouveau chez Adafo Média. Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe. De retour sur ce plateau, et oui, au compte du Before GG. Et voilà, on va continuer avec l'émission, le débat. Nous avons déjà notre premier invité sur ce plateau, mais avant, on revient avec vous, hein, Babila. Oui, Djiba Milimono, on était sur ce bilan qui a été communiqué par le porte-parole du gouvernement. Au-delà des chiffres concernant les morts, cette partie, je reviens là-dessus parce que j'ai l'impression que Daouda n'en a pas fait cas. Il note également 241 blessés. 241 blessés. Sur ces 241, il y a 167 qui ont déjà regagné leur famille, 74 autres qui sont actuellement en train qui sont hospitalisés et qui continuent de suivre les traitements. Voilà un peu ce qui s'ajoute à cela. Maintenant, Djiba Milimono, moi, je me dis, ça devrait être... Il y a beaucoup de choses qui devraient être faites en amont, faites en amont, bien avant qu'on en arrive à là aujourd'hui. Oui. Et une telle situation se pose, l'État se doit d'agir promptement. Promptement parce que
la catastrophe, c'est vrai, on ne prévoit pas, mais dans d'autres pays, il y a des structures qui sont mises en place pour uniquement travailler sur la prévention des catastrophes. Et dès que ça se pose directement, quelle attitude adopter pour faire face à la situation. Malheureusement, tel n'est pas le cas chez nous. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai vu la réflexion de... J'ai un grand frère qui a partagé cette réflexion avec moi. Il dit qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas le minimum calendaire par rapport justement à la gestion des urgences à court, à moyen et à long terme. Et à long terme. Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde parle de Kaloum. Kaloum, ça va se tendre à Conakry. Conakry, tout le pays. Et donc, il n'y a rien. Si pour Kaloum, il n'y a aucune politique, aucune disposition prise par le gouvernement pour faire face à une catastrophe qui n'a visé qu'une seule commune, imaginez un peu que ce soit étendu à l'ensemble de la ville de Conakry, que ce soit étendu à l'ensemble du pays. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire pour gérer la situation? Et plus loin, il dit après tout qu'il est impératif de refuser l'esprit réducteur, le dépôt de carburant de Kaloum, on dit Kaloum, après, et les autres dépôts, on n'en a pas. Dépôt central, il n'y en a pas, c'est le seul. Donc, les effets, ça va s'amplifier davantage. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir que la crise s'étende, n'est-ce pas, à tout le pays? Qu'est-ce qu'on fait pour contenir les effets du côté de Kaloum? Aucune politique, en tout cas pour l'heure. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a en vue justement pour essayer de certainement, ils sont en train de travailler. C'est pourquoi d'ailleurs on fera tout les choses. Pour les avoir. Oui. Et donc, c'est un peu ce qui se passe, Guy Bamilimouna, encore une fois, c'est inquiétant. Je pense que la réflexion, tout le monde doit être mis à contribution aujourd'hui. S'il n'y a pas de politique dorénavant, ou en tout cas existante, il y a lieu justement d'interpeller ou en tout cas d'inviter les spécialistes de tous bords, des universitaires à une réflexion rapide par rapport à cette situation. C'est ce qu'on a vu en période de Covid, quand la situation s'aggravait de jour en jour. On a mis en place ce conseil de scientifiques justement aux côtés de l'ANSS pour réfléchir justement à des mesures qui pourraient permettre de juguler le plus rapidement que possible cette pandémie dans notre pays. Aujourd'hui, il en faut également pour cette crise, parce que le drame, c'est aujourd'hui Kaloum. S'il n'y a pas de politique pour circonscrire... En principe, dans le comité de crise qu'ils ont mis ensemble... Et justement, tout est représenté. Justement, prendre en compte justement des scientifiques, des spécialistes du domaine, et tous ceux-là qui peuvent apporter leur grain de sel, tout ceci devrait se retrouver là-dedans. Mais on ne sait pas aujourd'hui le mécanisme de désignation ou de choix des personnes, parce que l'Anguche, il faut le dire, c'est une structure nouvellement créée, rattachée au MATD. D'accord? Par rapport à la prévention des catastrophes, est-ce que le service dispose du personnel spécialisé? Avant l'Anguche, c'était d'abord le Sénat. Voilà, donc, exactement. La structure existait, c'est la dénomination qui a changé, mais donc, les compétences sont restées. Est-ce que ces compétences sont suffisantes justement pour nous aider à venir à bout de cette affaire? Est-ce qu'il y a la coordination comme il se doit des actions aujourd'hui est en train d'opérer au point où en tout cas pour permettre à ce que tout soit sous contrôle. Il y a beaucoup d'interrogations du Bamilimono et je pense que l'État doit encore faire dans les efforts et que les universitaires ne soient pas aussi ne restent pas en spectateur, que chacun se bouge pour permettre à notre pays de se défaire de ce qui est en train de se vivre par la population. Voilà, merci beaucoup Babila. Nous avons notre invité sur ce plateau, incendie du dépôt de pétrole de Conakry, l'analyse d'un spécialiste. Il est avec vous, Babila. Bon, d'abord, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Voilà, et activez son micro, s'il vous plaît. Oui, voilà, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Allez-y, monsieur Babila, pour la première question. Voilà, je rappelle qu'il s'appelle Sékou Kondé. Il est doctorant en industrie pétrolière et gazière à l'université russe de l'amitié des peuples spécialisés dans le stockage, transport et distribution des produits pétroliers. Alors, vous êtes arrivé à Conakry 2 jours seulement.
il y a eu ce drame du côté du dépôt central de pétrole ici à Conakry. Comment avez-vous appris cette information et tout de suite, du regard d'un spécialiste, quelle est la première impression que ça vous a donné? Voilà, je commence d'abord par présenter mes condoléances au peuple de Guinée, sous votre permission bien sûr. Je suis venu 2 jours après, il y a eu cet incident malheureux en Grand Prix de Guinée. Mais avant cela, j'étais venu en 2018 dans le cadre d'une enquête avec mon directeur de thèse. Mais on ne m'a pas facilité la tâche pour mener à bien le travail. Le travail portait bien sûr sur qu'on appelle les méthodes de stockage des hydrocarbures dans les pays tropicaux, dans le cadre de la Guinée. Mais voilà, je suis venu, les autorités qui étaient en place en ce moment m'ont pas facilité la situation, je me suis retourné. Alors, c'est vrai, c'est dommage, mais du regard du spécialiste, c'était beaucoup plus prévisible. D'autant plus que il y a les normes internationales qui sont élaborées pour la mise en place d'un dépôt. Les normes sont élaborées. Nous avons les normes ISO 11223 qui portent sur la réglementation du secteur pétrolier. Voilà. Mais en Guinée, ce que j'ai constaté, j'ai vu, quand j'allais en ville, j'étais allé pour un problème, j'ai vu l'installation de ce dépôt-là. Là où il y a l'habitation, les gens habitent, vous venez mettre là-bas qu'on appelle un dépôt pétrolier. C'était beaucoup plus cruel, de mon point de vue. Oui. Parce que non seulement ça n'obéit à aucun principe dans l'industrie pétrolière, parce que l'un des problèmes majeurs en industrie pétrolière, c'est la maîtrise ou c'est la limite, qu'on appelle en place un système de défense ou de prévention des incendies. Alors, parce que c'est ça le risque majeur. Voilà, le risque de l'incendie. C'est pourquoi les normes sont beaucoup plus strictes à la matière. Voilà. Techniquement, on peut expliquer ce problème-là lorsque nous venons, parce qu'il y a le non-respect des normes qui peut entraîner cela. Il y a aussi le problème technique. Le problème technique, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? Lorsque vous regardez le type d'installation, le type de réservoirs que nous avons. Parce que dans l'industrie pétrolière, nous avons 2 types de réservoirs à date. Nous avons les réservoirs souterrains et les réservoirs aériens. Mais chaque type de réservoir a ses avantages et ses inconvénients. Lorsque vous regardez par exemple le réservoir souterrain, l'avantage principal, c'est que c'est à l'abri des intempéries de la nature. Voilà, on n'a pas facilement accès à ces installations. Mais le problème qui s'est posé, qu'on parlait un peu d'inconvénients, c'était dans les années 50, on avait du mal à maîtriser les paramètres. Parce qu'on ne voit pas les installations, c'est sous-sol. Donc, comment vérifier les paramètres, c'est-à-dire le niveau d'émission, en cas de fuite, comment prévenir? Voilà, vous comprenez? Donc, mais avec l'avancée de la nouvelle technologie, nous avons les techniques de modélisation. Même à la maison, on est installé, il y a des logiciels de surveillance. On peut suivre tous ces paramètres-là. Donc, ce n'est pas une cause pour dire qu'on ne peut pas installer, on peut mettre en place un réservoir souterrain. Dans les pays développés, c'est qui est beaucoup plus recommandé. Parce que lorsque vous prenez les réservoirs aériens, c'est que l'avantage, c'est qu'on a l'accès facile aux installations, mais il y a aussi l'inconvénient qui est majeur, qui est le risque d'incendie. Parce que les installations ne sont pas à l'abri. Ils sont comme ça dans la nature. Effectivement. Donc, pour revenir maintenant aux causes techniques, on peut situer à 2 niveaux. Avant d'aller aux causes techniques, si vous permettez, vous avez parlé des risques d'incendie, mais aussi on a vu notre dépôt, par exemple, je veux dire dans des ménages. On peut le placer comme ça. Parce que vous avez commencé par ça. Voilà, la promiscuité avec les ménages. Avec les ménages. Est-ce qu'au-delà des risques d'incendie, les populations riveraines couraient-elles d'autres risques de santé avec la proximité? C'est même qu'on appelle l'une des recommandations des normes ISO 11223. Parce que les hydrocarbures, les dépôts pétroliers, il y a ce que nous appelons les émissions de gaz à effet de serre. Vous comprenez, ce sont des particules qui sont rejetées à travers un système qu'on appelle EVENTS. C'est une partie supérieure qu'on appelle du bac qui évacue l'excédent des gaz. Donc si ces gaz-là sont respirés par la population environnante, ça peut entraîner des problèmes respiratoires. C'est pourquoi le problème que nous sommes en train de gérer actuellement là, il y a cas de mort et autres là, mais il faut encore repenser à mettre en place ce qu'on appelle des journées de consultation dans tout Kaloum, dans le service des pneumos. Parce que l'un des composants
toxique parce que l'une des principales caractéristiques des produits pétroliers, c'est sa toxicité. D'accord. Donc ça contient des produits comme par exemple les benzines. Lorsque ces composés-là sont respirés par les individus, ça peut entraîner des problèmes respiratoires jusqu'à arriver au cancer. D'accord. Ça, c'est déjà un problème qui est là. Donc, il faut d'abord repenser, après tout ce problème-là, mettre en place peut-être un collectif ou bien des journées de consultation gratuites pour toute la population de Kaloum. D'accord. L'une des solutions, l'une des premières solutions auxquelles on devrait faire face, c'est de mettre en place ces journées de consultation. Effectivement, parce que c'est un problème de santé publique. Lorsque vous ne faites pas cela, à la longue, nous avons des femmes enceintes. Les gens vont développer. Nous avons des femmes enceintes là-bas qui vivent. Qu'est-ce qui nous dit effectivement que les enfants qui naîtront dans les années après ne vont pas avoir des problèmes respiratoires? Vous comprenez? Donc c'est pourquoi c'est beaucoup plus important de mettre en place cette journée de consultation pour toute la population de Kaloum, parce que c'est les premiers à être impactés. D'accord. Voilà, justement. Maintenant, sur l'autre pan des risques, les dispositions ou les dispositifs techniques dont vous développez tout à l'heure. Les raisons techniques voilà, qui peuvent prévaloir à un tel drame. Voilà, je voulais expliquer les raisons techniques, comme vous le dites. Il y a deux principales raisons techniquement. Nous avons d'abord le respect des normes internationales qui sont de côté, mais techniquement, on peut expliquer sous deux formes. Il y a la première raison, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Parce que les produits pétroliers sont dans un bac et il y a ce qu'on appelle nous appelons la pression maximale et minimale. Donc, lorsque la pression est là, il y a la formation des gaz. Et ces gaz-là doivent être évacués. C'est-à-dire les surgaz, parce qu'il y a une limite. Lorsque cette limite-là est franchie, il faudrait envisager qu'on appelle évacuer les excédents. Une sorte d'ouverture qu'on appelle events à la partie supérieure du bac. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Cette émission-là, ces gaz à effet de serre se mélangent avec l'air ambiant. Lorsqu'ils se mélangent avec l'air ambiant, ça forme ce que nous appelons un mélange gazeux. Et ce mélange gazeux-là s'enflamme à tout moment en présence d'une source d'inflammation. D'accord. On peut expliquer ça, c'est la première cause. Ok. C'est-à-dire cette pression atmosphérique. La pression atmosphérique là, mais parce que les caractéristiques physiques, il y a des caractéristiques physiques des produits pétroliers, c'est la limite supérieure d'inflammation et la limite inférieure d'inflammation. Qu'est-ce que c'est? C'est la concentration minimale ou maximale d'un gaz rejeté à partir des produits pétroliers qui se mélangent avec l'air ambiant. Lorsque cette concentration est atteinte, déjà il peut y avoir l'inflammation en présence d'une source d'énergie. Parce que chaque produit pétrolier, que ce soit le pétrole, qui se situe de 1,4 à 7,6%, il y a le kérosène, chaque produit pétrolier, il y a des supercarburants. Donc chaque produit pétrolier a sa limite supérieure et inférieure d'inflammation. Donc ça peut entraîner pour la première fois qu'on appelle l'incendie en présence d'une source d'inflammation. La deuxième cause, c'est la fuite des hydrocarbures. Parce que lorsque vous regardez même la composition du bac, il y a des composants principaux et il y a des accessoires. J'ai entendu l'un des responsables qui parlait qui disait qu'il y a un système de sécurité qui est là. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi les normes internationales sont là. L'ancien DGA, qui Moustapha Béarouki. C'est pas seulement en Guinée, dans tous les pays, lorsque vous mettez un dépôt pétrolier, il y a les composants principaux qui sont là. Il y a le toit, il y a la robe, il y a l'assise, il y a le fond. Et il y a, comme nous appelons la cuvette, c'est une sorte de ceinture qui limite, en cas de fuite pétrolière, qui limite ce qu'on appelle le dégât. Mais au-delà de ces composants, nous avons les accessoires que nous appelons la ceinture de sécurité. Mais il y a une complémentarité entre les normes internationales et ces accessoires-là. D'accord. Lorsque vous prenez par exemple l'accessoire de la suppression, lorsque la pression est élevée dans les bacs, il y a ce qu'on appelle l'évacuation à travers les events des surcharges. Et cette surcharge-là pollue l'environnement, l'atmosphère. Donc, lorsque la concentration limite est atteinte, que ce soit de l'essence ou du gasoil, il y a l'inflammation. D'accord. Voilà, maintenant, les normes disent quoi? Les dernières, qu'on appelle les normes portant sur la réglementation, l'homme ISO 11223 version 2004 disait qu'il faut installer un système de récupération des vapeurs. D'accord. Lorsque ce système est installé, non seulement il y a l'émission, mais ce système récupère. Il y a la récupération. Donc la limite inférieure n'est même pas atteinte. C'est une sorte de garantie. Vous pouvez avoir cette ceinture de sécurité, mais si
vous ne respectez pas les normes et que qu'on appelle c'est la limite d'inflammation, que ce soit du pétrole gaz est atteinte, ça peut entraîner une inflammation. La deuxième cause que je l'ai dit, c'est la fuite des hydrocarbures. Cette fuite-là, en présence d'une source d'énergie, peut entraîner aussi une inflammation. Alors, comprenez. Donc c'est les deux principales causes techniques qui peut expliquer qu'on appelle un incendie. Ce qu'il faut rappeler, donc si moi je vous entends très bien, donc au-delà même de l'explosion déjà, il y avait des risques de santé publique que courait cette population environnante. À longueur de journée, il y a des risques. C'est interdit de construire un dépôt pétrolier à côté des habitations. C'est vraiment interdit. Même les pipelines qui servent, c'est une canalisation qui sert de transit. Il y a des normes qui sont élaborées pour ça, pour l'installation. Plus forte raison qu'un dépôt pétrolier où on stocke une grande quantité de produits pétroliers. C'est un danger public. Donc il faut les premières mesures, au-delà de la consultation, il faut déplacer le dépôt là. Moi-même, je voudrais qu'on opte pour qu'on appelle un deuxième type de stockage souterrain. Ça permet non seulement, ça évite qu'il y ait des incendies, parce que lorsque vous avez qu'on appelle un réservoir aérien, le risque d'incendie est beaucoup plus grand. Donc il faut opter à... On appelle cela. Voilà, alors M. Condé, je rappelle que vous êtes expert, l'analyse spécialiste en tout cas sur tout ce qui est question liée aux produits pétroliers. Et dites-nous ce qui s'est passé à Conakry, puisque vous-même vous avez dit que vous étiez venu il y a quelques années, c'est dans le cadre de la préparation d'une thèse. Et après, vous avez vu un peu l'installation. Ce qui est arrivé, comment on peut l'expliquer? C'est vrai que ça peut être hypothétique, mais en tant que spécialiste, quelle explication on pourrait donner à ce qui arrive là? C'est parce que, vous me permettrez, parce que depuis, il y a tellement de spéculations aujourd'hui qui disent que non, il y a eu une attaque, même si de l'autre côté, le gouvernement dit qu'il faut écarter cette thèse. Est-ce que vous, quand vous étiez passé, quand vous avez vu les dispositions, vous vous êtes dit, il faut prendre les dispositions, sinon, ce qui arriverait. Effectivement, c'est pas étonnant ce qui est arrivé. Bon, la thèse d'attaque, là, je ne m'aventure pas là-dessus. Mais c'était beaucoup plus prévisible qu'il y ait ce cas de problème-là, ce cas-ci. Parce que non seulement l'installation à cet endroit n'était pas adéquate, mais les mesures élémentaires qu'on appelle sur l'industrie pétrolière n'étaient pas respectées. Donc il va falloir, comme le procureur a engagé qu'on appelle des enquêtes, il va falloir d'abord questionner la gestion. Il faut d'abord questionner la gestion et les installations. Comme ça, on sera mieux. Est-ce que c'était lié qu'on appelle à un problème technique ou c'était lié au non-respect des normes internationales? D'accord. Voilà, nous avons Sékou Condé, doctorat en industrie pétrolière et gazière, spécialisé en stockage, transport et distribution des produits pétroliers à l'Université russe de l'amitié des peuples, qui est disposé à apporter d'ailleurs son expertise si les autorités nous suivent. Nous avons un Guinéen ici avec beaucoup d'informations, un spécialiste qui pourrait aussi apporter sa pierre à l'édifice, puisqu'on a besoin plus de bras pour y faire face. Allez-y, Capsa. Voilà, moi, la question que je voulais poser, justement, forcément, en construisant, dans la mise en place d'un dépôt de carburant déjà, forcément, ça intègre un plan de sécurité. Et sachant déjà qu'il y a des risques, comme ceux qu'on a pu connaître là, est-ce que le plan de sécurité du genre qu'on met en place dans la construction d'un tel dépôt intègre justement un plan qui puisse favoriser le fait de contenir le risque d'explosion du genre, ou quand ça explose, est-ce qu'il y a des... quel type de sécurité on met en place pour minimiser de tels risques? Voilà, dans les pays européens, par exemple en Russie, la plupart des dépôts sont souterrains. Il y a ce qu'on appelle le stockage souterrain avancé. C'est un système, c'est une installation souterraine qui permet non seulement de stocker une grande quantité de pétrole, mais le risque d'incendie est très minime. Vous pouvez même faire porter comme une surveillance qu'on appelle à travers des logiciels. Vous analysez les paramètres, vous êtes assis dans le bureau, un poste de contrôle, vous analysez les paramètres. Donc le risque est beaucoup plus... Parce que l'industrie pétrolière, pas seulement en Guinée, le risque majeur, c'est le risque d'incendie. Donc le respect des normes doit être de mise. Donc le risque n'est pas zéro, mais il faut respecter les normes qui sont... Ou bien opter pour la deuxième mesure, le deuxième type de stockage dans un pays tropical. Parce que l'un des paramètres que nous avons oublié, c'est qu'il fait très chaud en Guinée.
C'est vrai, vous allez voir dans la ceinture... Malgré la pluviométrie, voilà, il fait chaud. Effectivement. Oui. Lorsque vous regardez la ceinture de sécurité que nous appelons les accessoires, il y a ce qu'on a, il y a la couronne de refroidissement. Mais cette couronne de refroidissement là ne suffit pas dans un pays tropical de baisser la température. Donc c'est pourquoi généralement il faut opter pour la deuxième variante. C'est très coûteux, mais je crois que ça va beaucoup nous aider. Ou si c'est très coûteux, disons, mais ça sécurise mieux. Effectivement, si nous disons nous allons maintenir ce qu'on appelle ce type de réservoir aérien, il faudrait d'abord l'éloigner des lieux d'habitation et respecter les normes qu'on appelle là-dessus. Moi, je voudrais même qu'on appelle profiter de votre micro pour dire aux autorités, dans un pays comme la Guinée, il faut opter pour la certification des normes ISO. D'accord. Ça permet non seulement de maintenir qu'on appelle un contrôle permanent et régulier sur toute la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de trucs d'incendie d'autres là, mais est-ce que vous êtes posé la question sur la qualité des produits pétroliers que vous utilisez en Guinée? Est-ce qu'il y a des comment l'État fait pour gérer les non-conformités? Donc, en intégrant ce système qu'on appelle de management déjà, non seulement ça nous permet d'avoir un regard sur la qualité des produits pétroliers que nous consommons, mais sur la sécurité des dépôts. Mais d'aucuns disent aussi que parfois on s'engage avec, parce que sur la qualité, les prix varient également. Les prix à l'achat varient également en fonction des qualités. Mais aujourd'hui, la SONAP, je crois, la SONAP a l'exclusivité de l'importation, de l'achat. Je crois que ça vient de Barcelone. À travers la société Sahara. Voilà. Donc, la société qui fournissait le pétrole en Guinée et qui a fait 8 ans dans le domaine après les événements du 5 septembre, cette société a perdu le marché. Donc, le marché a été attribué à une autre société qu'on appelle Sahara. Sahara et le groupe anglais, justement qui avait ce projet-là, qui fournissait du carburant durant 8 années, eh bien ce groupe évolue dans beaucoup d'autres pays de la sous-région et nous apprenons également la qualité du pétrole livré à la Guinée par rapport à la Côte d'Ivoire au Sénégal, que nous avons la qualité inférieure. C'est ce que nous apprenons. Même si d'autres disent le contraire. Alors, pour l'actualité sur le dépôt, le site aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont engagés pour d'autres sites, notamment à Morbaya, mais également du côté de Kankan, Mandiana, Kondiaran, d'accord, Kondiaran. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez le site qui est détruit, est-ce que la possibilité de refondation sur place peut prendre combien de temps si vraiment on s'engageait aujourd'hui à les dernières braises éteintes, est-ce qu'on peut aller aussi pour un temps record pour la remise des choses sur pied? Oui, donc ça dépendra de la disposition de l'autre site. Si l'autre site est déjà là, je crois que ça ne va pas prendre assez de temps. Il faut juste mettre les mesures de sécurité. Parce que déplacer ce dépôt-là encore vers un autre endroit, vous allez traverser la ville. Et donc le risque d'abord, parce que les produits pétroliers aussi des gaz qu'on appelle les gaz, les COD, sur chaque kilomètre parcouru, avec une tonne, vous avez déjà 60 grammes de CO2 qui est rejeté dans la nature. D'accord. Vous comprenez? Donc il y a aussi un risque là, mais il faut aller vers cela parce que ce dépôt-là n'a pas le lieu d'être. Il faut déplacer le site vers un endroit sécurisé et surtout respecter les normes qu'on appelle en vigueur. Il y a des normes internationales qui sont clairement établies pour chaque pays. Il y a des pays de production, il y a des normes pour ça aussi, parce qu'il y a des stockages Oxford en mer. Nous n'avons pas les moyens pour cela pour le moment. Mais il faut opter pour qu'on appelle une certification pour une question de sécurité nationale. Et surtout faire le stockage souterrain. Comme vous le dites. Alors justement, vous avez parlé quand même de pays, il fait chaud en Guinée. Donc ce qui serait bon pour nous, c'est d'aller vers ce stockage souterrain. C'est d'aller vers ce stockage souterrain. Non seulement ça va sécuriser les installations, mais il y a... La surveillance est beaucoup plus facile parce que nous avons des logiciels à distance on peut contrôler. D'accord. Alors, les citoyens, normalement, à combien de kilomètres les citoyens devraient se mettre vis-à-vis d'un dépôt? Lorsqu'on réalise un dépôt, c'est à combien de kilomètres normalement on doit s'étendre? Lorsque vous regardez par exemple qu'on appelle les normes internationales, il est dit ça varie de 1 à 2 kilomètres.
D'accord. De 1 à 2 km, les citoyens ne devraient pas être là, même les édifices publics. D'accord. Ne devraient pas être là. Parce que les pipelines, d'abord, qu'on appelle ce transit-là, il est recommandé quelque chose de 500 mètres. Uniquement pour le transit. Mais si c'est un dépôt pétrolier, au minimum, il faut 1 km à 2 km. D'accord. D'abord du site. D'accord. Du site. D'accord. Voilà, exactement. Dans les mêmes sièges. Par exemple, aujourd'hui, on a connu cette explosion-là. Et encore, quand on regarde la commune de Kaloum, on voit qu'au-delà où l'impact est réel, où on interdit à ce que les gens y soient, mais dans l'entourage, dans les zones environnantes, les gens qui sont à côté, on voit que les gens habitent, les gens continuent à aller travailler en ville. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque à cela? À pareille situation, si on devait mettre justement un périmètre de sécurité par rapport au lieu où l'explosion est constatée là, ça pouvait, il fallait aller, est-ce qu'il fallait respecter également les 1 km ou 2 km après justement cet incendie-là? Non, les 1 km, 2 km là, c'est juste éviter, qu'on appelle éloigner la population du site. Hein. Mais en cas d'explosion, il fallait d'abord évacuer les gens du lieu, de tout Kaloum. Tout Kaloum. Voilà, parce que l'air est pollué en ce moment. Voilà, à des kilomètres de distance déjà, vous allez inhaler les particules qui vont vous causer des problèmes respiratoires. Et les sont des produits purement toxiques, qui ont des composants qui peuvent vraiment porter un coup dur à la santé de l'être humain. Donc il faut d'abord évacuer les lieux, d'abord finir avec cela, parce que les conséquences sont énormes. Hein. Après cela, il peut y avoir qu'on appelle l'air est pollué déjà, le sol sera pollué parce que qu'on appelle ces débris qui sont versés sur le sol là, pendant la saison pluvieuse là, ces débris vont se ramasser pour se jeter dans l'air, dans la mer, et ça peut entraîner d'autres problèmes après. Vous comprenez? Donc l'État doit prendre ses responsabilités dans ce domaine-là pour limiter les dégâts. Parce que ce que nous voyons d'abord, c'est désintoxiquer, parce que l'intoxication quand même, l'air est pollué. C'est inévitable, parce que dès que les premières pluies tomberont, et tout de suite les débris, comme on le dit, les débris vont se retrouver dans la mer. Et ça va rejeter encore. Et maintenant, moi, l'autre préoccupation que j'ai, c'est parce que vous avez dans votre parcours également la distribution. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à sec, mais nous ne roulons que sur le stock de sécurité. Justement. Le stock de sécurité. Quelle possibilité aujourd'hui, avec les pays voisins, de nous soutenir pendant cette période d'étillage en termes de carburant, mais de l'autre côté, ces pays également ont leurs demandes. C'est ça, effectivement, ça demande beaucoup plus de la diplomatie. Ça, c'est à l'endroit des autorités. Donc, les autorités doivent voir, doivent dans quelle mesure il faut demander de l'aide aux pays voisins. Je crois que ça ne va pas être facile parce que chaque pays, les pays africains ne sont pas des pays qui ont qu'on appelle, des grandes capacités qu'on appelle en termes de stockage. D'accord. Donc, le minimum requis, c'est 3 mois. Dans les normes. Mais est-ce que ces pays-là disposent suffisamment des produits pétroliers pour livrer ça à la Guinée? Ça, c'est un problème aussi. Voilà, justement, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, mais les sociétés de la Sierra Leone, les sociétés pétrolières ici et minières, pour essayer en tout cas de voir. Donc pour vous, aujourd'hui, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de chercher d'abord à maximiser ce qu'on a à l'interne. Oui. Ce qu'on a maximisé, mais aussi rationaliser l'utilisation. Mais de toutes les façons, il y aura une pénurie de toutes les façons. Parce que c'est pas actuellement, l'État a livré qu'on appelle le gasoil, les gens peuvent se ravitailler en gasoil. Les bacs qui ont brûlé là, est-ce que c'est des bacs à essence? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est des bacs à essence. Il y aura une pénurie forcément. Parce que les demandes, lorsque les réserves qui sont là, tant que ces réserves ne sont pas épuisées, il n'y a pas de demande du côté des pays africains. Ils attendent qu'il y ait qu'on appelle une rupture pour demander. Lorsque vous commandez les produits pétroliers, ça prend assez de temps. Parce qu'il y a des règles à respecter. Les pétroliers qui envoient les produits pétroliers là aussi ont leurs exigences aussi. Donc tous ces paramètres là sont à évaluer. Forcément, il y aura une rupture qu'on appelle en dessert. Donc, en clair, ce que vous conseillerez aujourd'hui aux populations, c'est de limiter... De faire avec le minimum. Voilà, de limiter les déplacements et pour rationaliser le peu qui existe.
De toutes les façons, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Voilà. Mais nous apprenons au même moment qu'il y avait un bateau déjà qui était au large de Conakry, qui était même prêt pour le dépotage quelques heures bien avant même cet incendie, et que ce bateau aurait replié. Aujourd'hui, quelle solution, s'il y en a, parce que c'est une commande guinéenne, quelle solution pour s'approvisionner du carburant qui se trouve aujourd'hui à bord de ce bateau? La seule solution, si nous avons des dépôts à l'intérieur, vider ce bâtonnier-là vers ces régions, parce qu'on ne peut pas le stocker ici. Ce stockage a pris fin. Feu. Donc il faut envoyer cette quantité-là à l'intérieur. À partir de l'intérieur, maintenant, on peut se ravitailler, qu'on appelle... Et certains parlent aussi de... Parce que c'est votre domaine. Certains parlent qu'il faut envoyer les citernes directement chargées auprès du bateau dans le port et pour continuer la desserte. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. C'est soumis à un traitement avant de avant de commercialiser. Voilà, d'abord, non seulement lorsque les pétroliers, la gare, qu'on appelle stock au niveau du port, il y a ce qu'on appelle le service de contrôle qualité pour vérifier la conformité et la non-conformité. Et après, c'est après tout ça là maintenant que ce produit est stocké en Guinée. Mais est-ce que nous avons maintenant des bacs pour stocker cette grande quantité? Ça, j'en doute très fort. Justement, qu'il y ait ça. Voilà, nous avons comme invité, vous l'avez constaté, M. Sékou Kondé, doctorant en industrie pétrolière et gazière spécialisé en stockage, transport et distribution des produits pétroliers à l'Université russe de l'amitié des peuples et qui est disposé aussi à apporter son expertise au drame. Alors, si on vous disait aujourd'hui, puisque les autorités nous suivent, de donner un message, un conseil, aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur demanderez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire actuellement, d'abord, il y a une urgence. D'abord, déplacer le dépôt. Il faut d'abord construire un nouveau dépôt. Déplacer le dépôt. Faire face d'abord à ce problème de santé publique. Je le répète encore, c'est un problème de santé publique. Nous avons l'inhalation de ces particules-là est très dangereuse pour la santé. Faire des journées de consultation au service des pneumos pour, s'il y a des problèmes, pour pouvoir traiter à la source. D'accord. Voilà, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ça c'est à la Direction nationale des hydrocarbures ou le service, l'Office guinéen du pétrole. S'engager dans un processus de certification. Dans la plupart des pays sérieux, c'est comme ça. Lorsque vous n'êtes pas un pays producteur, et vous savez que vous n'avez pas assez de moyens pour suivre tout ça, le stockage, il faut s'engager dans ce système de management intégré qui va prendre en charge toute la chaîne du transport au stockage, distribution. On va avoir juste un regard sur la qualité des produits pétroliers qui viennent en Guinée, sur son mode de transport. Il y aura un contrôle permanent et régulier sur ces produits pétroliers. Mais lorsque on ne s'engage pas vers cette dynamique-là, il va de soi que ce problème-là se répète à chaque fois. D'accord. Le management intégré, c'est-à-dire de la commande. Des normes ISO. Voilà, justement, merci beaucoup en tout cas M. Sékou Kondé, doctorant en industrie pétrolière et gazière spécialisé en stockage, transport et distribution des produits pétroliers à l'Université russe de l'amitié des peuples. Merci d'être passé. Merci. Voilà, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant pour continuer le débat. Tout de suite. Et international avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau, vous l'avez compris, Sékou Kondé, doctorat en industrie, clair et limpide, hein, voilà. Alors, on revient à vous, Daouda Mohamed Kamara. Depuis un bon moment, on n'arrive pas à effectuer des appels, hein, et la connexion Orange aussi. Voilà, allez-y. Justement, à la grande surprise des Guinéens ce matin, et même notre émission, il faut le dire, peut-être que ceux qui nous suivent à l'international et sur nos réseaux, tout a été interrompu d'un coup. Et Orange, les appels ne passent plus, les SMS ne passent plus notamment également. Et on se pose bien la question. Et il n'y a aucune communication, la connexion aussi, il n'y a aucune communication qui nous le dise. Je crois que ça vient davantage nourrir
nourrir nos inquiétudes. Tout à fait. Et ça nourrit nos inquiétudes. Pourquoi? Parce que je parlais à l'intro, ce message radio qui signalait l'urgence et qui demandait tous les militaires en congé ou en permission demandaient de rallier immédiatement leurs unités. Et ce message a fuité hier et c'est aujourd'hui sur tous les sites, on en parle. Et très tôt ce matin, les citoyens de Conakry se sont réveillés avec du sang versé dans pratiquement tous les grands ronds, dans beaucoup de carrefours de Conakry. On parle de Kobaya, on parle beaucoup d'endroits quand même. Oui, il y a eu je crois qu'ils ont immolé. Où on a immolé des bœufs parce qu'on nous dit qu'à chaque carrefour, il y a 2 bœufs. Et du coup, vous restez là avec des interrogations. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les militaires rappelaient des sacrifices mystiques, si je peux l'appeler comme ça. Et ensuite, on vous dit que vous n'avez plus droit aux appels sur un opérateur qui est d'ailleurs le numéro 1 du pays. Et la restriction allant jusqu'à ces niveaux, je crois qu'il y a des interrogations. Mais tout peut se dissiper. Oui. Tout peut se dissiper, tout peut se passer dans la douceur si la communication est permise. Si les gens ne racontent pas dans les cafés, qui n'entretiennent pas les rumeurs. Qui n'entretiennent pas les rumeurs qui sont distillées ici et là. Lorsque la communication est officialisée, l'information circule et très bien, ça peut permettre de rassurer les populations. Mais là où nous sommes aujourd'hui, je crois que nous vivons... On est dans un flou total. On est dans un flou total. Je crois qu'on est apeuré davantage. Et il faut que quelque chose nous soit dit. Il faut que quelque chose nous soit dit et sinon on va continuer à maintenir la population dans cette situation. Et comme je le disais la dernière fois dans les grandes gueules, l'information c'est comme l'eau des ruissellements. Quand il pleut. Et l'eau a son passage traditionnel. Tout à fait. Et quand vous fermez, l'eau va se frayer son chemin. Et lorsqu'elle se fraye son chemin, c'est des dégâts. C'est des dégâts. Et c'est ce qui risque d'arriver lorsque les populations n'ont pas droit à cette information officielle. Donc chacun va se livrer à ce qu'il veut dire et à qui il veut dire. Et tant pis pour les conséquences, c'est ce que certains se diront. Donc je crois qu'il faut aller aujourd'hui à la dissipation de cette situation. Il faut mieux temporiser. Il faut temporiser. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Il ne faut pas donner l'image de quelqu'un qu'on n'a pas de chef. Ne viendront que des autorités. C'est à elles. Il faut montrer plus de sérénité. La restriction des médias, aujourd'hui l'appel téléphonique, l'internet, c'est pas quand même. Espérons que l'appel, que ça soit une panne technique. C'est pas Djiba Milimouno qui va se réveiller dans son Djiba un matin pour le faire. Donc, ce sont les autorités. C'est à elles de nous rassurer, de nous sortir de tous ces doutes, de toutes ces inquiétudes. Ça les aiderait, à mon avis. Ça les aiderait il faut qu'ils soient rassurés, ils nous rassurent. Voilà. Quand nous sommes rassurés, elles sont rassurées. Mais quand nous ne sommes pas rassurés, eh ben voilà, ils vont vouloir nous faire croire des choses. Et ça va entretenir les peurs. Voilà. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Camara. Allez-y, Caps, on est pratiquement à la fin de cette émission. Mais voilà, moi, justement, je veux rebondir sur la fin de ces différents propos-là pour dire qu'encore une fois, vous savez, en situation de crise, quand c'est difficile, même au sein d'une famille, le père de famille, quelle que soit la difficulté, il a besoin de rassurer ses enfants pour dire ne vous inquiétez pas, quelle que soit la difficulté, on va s'en sortir. Et ça ne se limite pas que dans les discours, il démontre justement des attitudes qui rassurent également. Dans les actes posés, en allant vers les victimes, en allant vers ces sinistrés-là, en les visitant, en leur montrant que le soutien, il est là, je suis avec vous, je serai toujours avec vous. Il faut que cela puisse être visible dans les scènes. Si tu permets, je vais juste placer cette anecdote sur cette assurance. Une mère de famille, que j'ai connue, dont on m'a également raconté l'histoire, sans moyens, mais les enfants veulent manger. Tout à fait. Et elle est dans une cour familiale, une famille polygame. Les enfants veulent manger. Chacun regarde dans la marmite de sa maman.
ou dans le salon de sa maman. Qu'est-ce que la vieille fait pour rassurer ses enfants? Elle prend la marmite, elle met l'eau dedans, elle met le feu, elle dépose la marmite, ça bouillit, les enfants vont jouer, ils ont espoir qu'il y a à manger, et le temps pour elle de se démerder afin de leur trouver quelque chose à... Loin d'être une anecdote, une histoire, mon papa me l'a raconté. Voilà. Il a vécu cette histoire avec sa mère, veuve, lui, étant venu au monde, qui n'a pas vu son père. Il a retrouvé sa maman qui était là, dépourvue de tout. À un moment, on leur a interdit de manger chez les voisins. Et donc, ils n'ont rien à manger. La maman met la marmite au feu, les fait attendre jusqu'à ce qu'ils s'endorment. D'accord. Jusqu'à ce qu'ils s'endorment pour attendre le petit matin. Et donc, eux, ils l'ont vécu. Mon papa me l'a raconté, il l'a vécu. Voilà. Il faut avoir des astuces pour rassurer son père. Et ces astuces-là, normalement, pourquoi on nous les racontait? C'était à visée éducative. Voilà. C'était pour nous préparer à gérer des... C'est fait à dessein. C'est des métaphores qu'on fait pour essayer de vous amener à dire, bon, quand on est face à une telle situation, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est ça l'Afrique. Il faut que nos aînés qui nous dirigent aujourd'hui tirent des leçons. Je sais qu'ils ont aussi appris de telles histoires. C'est le moment de mettre ça à contribution. Allez-y, Caps. Parce qu'en fait, vous savez, Djibo Mimou, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, vers là où on est en train de partir là, c'était beaucoup de problèmes qui étaient latents. Quand on revient un peu en arrière, on pouvait le voir venir. On a vu d'abord la sortie au départ du procureur qui nous a dit qu'il y a la présence des terroristes mais pas menaçants sur le sol guinéen. Après, on vient sur le brouillage des ondes, la restriction d'Internet. On décroche les différents médias guinéens dans lesquels on avait des émissions politiques sur les différents bouquets. Après, on vient avec la restriction d'Internet. Et puis on se réveille un beau matin avec l'explosion de ce dépôt là. Il y a une crise de carburant qui est en train de qui commence à être visible aujourd'hui. Ça va suivre avec la flambée des prix sur le marché. Je rappelle toutes ces choses là pour dire aujourd'hui que on est face à une véritable crise et que l'État doit aller beaucoup plus vite dans les différentes actions et les décisions qui sont prises, pour la simple raison que pendant une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, on peut calmer les gens, mais ça ne peut pas continuer. Donc, il faut aujourd'hui accepter de parler avec les populations. Il ne faut pas couper cette communication-là. Il faut expliquer les choses aux gens et permettre à ce que les gens soient dans la même dynamique de l'État et que les populations elles-mêmes se retrouvent comme partie prenante des solutions qui sont proposées. Tout à fait. Qu'ils soient au centre, qu'ils se sentent concernés. Exactement, pour qu'ils puissent mesurer les choses afin qu'on puisse s'en sortir. Parce qu'encore une fois, il faut faire très attention, parce que ce qu'on est en train de vivre là, il y a une forme de psychose qui commence à naître au sein de la population. Et je pense qu'il faut chercher à dissiper ça. Très voilà, montrer aux gens qu'il n'y a pas péril à la demeure. Quand il y a un danger, il faut mettre tous les fils à contribution. C'est extrêmement important. Les citoyens, les médias, les leaders d'opinion, les religieux, tout le monde a son compte dans cette affaire. Merci beaucoup. Djiba, toutes mes prières pour la force et l'intelligence que Dieu puisse accorder aujourd'hui à Mamadi Doumbouya de surmonter cette situation, cette actualité. De revenir. Parce que, vous savez, il est bien parfois de se lever et de dire tout contre un chef qui détient les destinées de votre nation, mais le faire, c'est le faire contre votre nation. C'est ça. Aujourd'hui, si Dieu lui accorde l'intelligence, la force, la santé et des hommes qui lui permettent de tenir notre pays... Il faut que ceux qui le conseillent aussi comprennent qu'il a besoin de conseils pour nous sortir de ça. Effectivement. Donc, toutes nos prières l'accompagnent et accompagnent notre pays. Parce que nous sommes déjà très touchés par la crise économique, sociale. Si on vient y rajouter, ça devient compliqué. Que Dieu nous facilite le passage de ces moments. Justement, on n'a pas à s'en réjouir. On n'est pas à s'en réjouir. Si quelque chose nous arrivait aujourd'hui, personne ne peut s'en réjouir. Parce que si quelqu'un est en difficulté aujourd'hui, comment il va appeler au secours? C'est ça. Parce que c'est le réseau Orange qui est quand même le plus dominant dans le pays. Tu ne peux ni envoyer un SMS, ni appeler, ni te connecter avec le réseau et qui domine d'ailleurs tout le pays.
là, personne, c'est un malheur. Tout ce que nous disons, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. La restriction des réseaux sociaux, les dénonciations qui se font, ce sont des cris de cœur. Le retrait des médias, ce sont des cris de cœur. C'est la coupure du réseau téléphonique, des appels téléphoniques, et connexions et SMS, c'est un cri de cœur. Nous ne sommes pas alarmistes. Nous souhaitons que les autorités prennent leurs responsabilités, que la confiance qui leur a été placée par le peuple de Guinée au lendemain du 5 septembre, qu'on revienne, n'est-ce pas, à rassurer le peuple que désormais le mea culpa est fait, et bien que tout le monde peut se tromper, mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Eh bien, on peut revenir à des fondamentaux, on peut revenir à la raison pour corriger justement ces imperfections. Rectifier le tir. Rectifier le tir, nous permettre justement d'aller de l'avant. Merci beaucoup Mamoudou Babila Keita, merci à notre député maire Caps, merci au grand frère Daouda Mohamed Kamara. Portez-vous bien où que vous soyez, merci à Mohamed, merci à la régie, Kadiatou les deux, Kadiatou Lamine Sidibé, Mafata Sano, ils étaient tous EVK, on ne l'oublie pas également. Surtout prenons soin de la Guinée car elle le mérite et bonnes vacances à tout le monde, mais on continuera chacun à porter sa pierre à l'édifice. Au revoir. Sur Radio Espace et Espace TV, le BIFOR. Nouveau chez Adafo Média. Découvrez dès maintenant